pour vous, mesdames et messieurs, nous allons installer le dernier atelier des modèles de réussite. Et je vais appeler ici, mesdames et messieurs, Khadija Ba. Elle est responsable des Blue Zones. On l'applaudit, s'il vous plaît. Khadija Ba, responsable des Blue Zones. Je vais appeler Anne Moudatouba, directrice conformité GAC. On va l'applaudir également. Merci. Va suivre Suleiman So, PDG de Solo Diagui, représentant de Sajiko en Guinée et bien d'autres. On vous donnera d'autres détails. Va suivre également, pour compléter ce plateau, professeur Abdoulaye Baniré Diallo, professeur à l'Université de Montréal. Professeur Abdoulaye Baniré Diallo, professeur à l'Université de Montréal. Il va compléter ce plateau. En tout cas, merci mesdames, merci messieurs d'avoir accepté de participer au plateau de modèles de réussite. Vous êtes des modèles parce que vous avez réussi. Je vais commencer par vous, Khadija Ba, responsable des Blue Zones. Vous allez nous permettre, en tout cas, donner l'occasion de partager votre parcours. Vous avez 5 minutes. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Je sais que votre parcours, ça fait des semaines. Chers étudiants, mais justement, puisque je n'ai que 5 minutes, je pense que plutôt que de parler de tout mon parcours, je voudrais simplement mettre l'accent sur le choix de l'orientation à travers l'expérience que j'ai vécue, en espérant que cette petite expérience pourra vous inspirer et vous servir aussi. Donc, brièvement, j'ai fait toutes mes études ici en Guinée jusqu'à l'université avant d'aller poursuivre les études en France et après au Canada. Et j'ai fait toutes mes études dans des écoles publiques. Et ce que je voulais simplement partager avec vous, c'est les moments qui sont importants pour moi. Ça a été chaque fois de faire le choix de s'orienter vers tel ou tel domaine. Par exemple, quand j'ai eu mon brevet d'études pour le lycée, je voulais faire des études en sciences expérimentales et tout le monde m'encourageait à faire les sciences sociales parce qu'ils estiment que je m'exprimais bien en français, que j'aimais beaucoup la lecture. Mais moi, je voulais devenir médecin et je rêvais de devenir chirurgienne. Et je me suis entêtée, malgré tous les conseils, j'ai fait le lycée en sciences expérimentales. Et en même temps que je faisais le lycée en sciences expérimentales, je m'intéressais à la culture. Donc, je faisais le théâtre parallèlement et beaucoup d'autres activités culturelles. Et je me suis découverte une âme d'artiste. Mais j'ai quand même continué. Et là, les gens me posaient aussi la question de savoir, mais comment penses-tu pouvoir faire la médecine avec le théâtre? Et j'avais toujours cette réponse puisque je savais me défendre que pour moi, la chirurgie, c'était aussi un art. Parce qu'il fallait, à un moment donné, je voulais faire de la chirurgie plastique, transformer des choses et le corps humain allait être mon objet comme une sculpture que j'allais, comment dirais-je, sur laquelle j'allais travailler. Donc j'ai eu mon concours en médecine, c'était pas facile pour avoir une place en médecine. D'ailleurs, j'ai été suffisamment bien placée pour être boursière. À l'époque, il fallait avoir une certaine moyenne pour bénéficier de ce qu'on appelle les pécules. Je ne sais pas si ça existe encore dans les universités. Ça existe ou pas? Vous payez toujours les pécules, monsieur le ministre? D'accord. Donc, alors, juste pour... Je parle des choix. Donc, j'ai fait ma première année en médecine à l'université Gamal Abdel Nasser. Mais on était dans une classe pléthore où il fallait venir au moins 1 heure avant le cours pour pouvoir s'asseoir. Sinon, il fallait être debout pour suivre les cours. Et en plus, il y avait des professeurs qui donnaient les cours
c'était la plupart des professeurs russes. Et quand ils parlaient, je comprenais la moitié de ce qu'ils disaient. C'était plus russe que français. Et je me suis posé la question de savoir, alors, est-ce que je veux simplement faire la médecine pour faire la médecine? Ou est-ce que je veux faire la médecine parce que je veux sauver des vies? Et j'ai choisi la deuxième option et j'ai répondu en me disant, si je fais la médecine dans ces conditions-là, je ne ferai pas la médecine pour sauver des vies. Et pour ça, je vais ouvrir une parenthèse pour justement, pas parce qu'il est là, mais appuyer le ministère quand ils ont fait le choix à un moment donné d'arrêter d'orienter les étudiants en médecine. Parce que simplement, l'enseignement donné ne répondait pas vraiment à la qualité désirée. Donc j'ai fait le choix de changer d'option. Je me suis dit, si je dois faire la médecine, il faudrait que je le fasse ailleurs qu'en Guinée. Et comme je n'avais pas les moyens d'aller le faire ailleurs, j'ai dit, je vais faire communication. Donc, je me suis inscrite dans une école de journalisme en Côte d'Ivoire, une école privée, et j'avais été acceptée. Sauf que mon père, là encore, on parlait tout à l'heure de choix en tant que femme, a fait sa crise parce qu'il rêvait déjà d'avoir sa fille médecin, en disant qu'il n'était pas possible que j'abandonne l'université, et surtout la médecine, pour aller faire des études de communication dans une école privée. Donc on est resté 1 mois sans s'adresser la parole. C'est la première fois que je rentrais en guerre avec mon père. Mais j'ai tenu tête, j'ai dit, bon, ok, si vraiment je dois abandonner, comment tu veux que je fasse l'université en Guinée, je vais faire l'université en Guinée, mais je vais faire quelque chose qui va me servir. Donc je me suis orientée au CELA pour prendre des cours d'anglais, parce que je me disais un jour, ça va me servir dans ma carrière de communication. Et c'est comme ça que j'ai fini mes études ici. Et comme j'avais toujours cette soif d'étudier en communication, qu'il n'y avait toujours pas de département de communication en Guinée, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté et j'ai pu aller en France pour me payer des études en communication. Donc l'exemple sur l'orientation, c'est de simplement vous dire, quand vous voulez faire des études universitaires, déjà il faut savoir, est-ce que vraiment je veux faire des études universitaires, parce qu'il y a d'autres choix que l'université. Il y a des écoles professionnelles. Peut-être que vous avez plus de talent dans d'autres domaines, peut-être que vous avez plus de facilité. Donc, il ne faut pas simplement se laisser porter par le choix des parents ou des amis, ou parce que tout le monde dit qu'il faut faire droit, administration des affaires. J'entends beaucoup d'étudiants dire ici qu'ils font relations publiques, relations internationales, et je n'arrive toujours pas à comprendre à quel travail ils aspirent après cette formation. Donc c'est important de faire, c'est vrai, quelque chose qu'on aime, mais on doit aussi tenir compte du fait du marché du travail pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ces études une fois que j'aurai mon diplôme. Donc je pense que l'orientation, c'est une étape importante pour vous en tant qu'étudiant. Et l'autre choix au niveau de l'orientation que j'ai eu à faire encore, et c'est quand j'ai fini mes études en France, que j'ai continué au Canada. J'étais toujours assoiffée d'études, mais cette fois-ci, je voulais étudier pour mon plaisir. Je suis allée faire des études en création littéraire et en cinéma, et je vais aller vite, hein, je pense que les 5 minutes sont passées, mais rapidement. Et je suis arrivée au Québec, une ville qui parle un français particulier, mais qui a une relation particulière avec le français. Parce que pour la première fois en classe, je me retrouvais à perdre des notes parce que je n'avais pas respecté la ponctuation en écrivant mes devoirs. Alors que j'avais étudié en Guinée, j'étais toujours parmi les meilleurs, parmi les 5 premiers. Et j'avais étudié en France, je n'avais pas eu ce problème-là. Je me suis dit, mais alors ça veut dire que j'avais confiance en mon niveau en français, ça veut dire que j'ai encore des lacunes qu'il faut que j'apprenne. Et après mon certificat de création littéraire, je suis allée m'inscrire à un certificat de français écrit parce que je voulais être encore la meilleure dans ce domaine-là. Je ne voulais plus qu'on m'enlève des notes parce que je n'avais pas mis la virgule où il fallait, ou le point-virgule. Et j'ai refait un certificat, et cette fois-ci, c'était pour moi, ce n'était pas pour avoir un diplôme, pour trouver du travail, mais bien entendu, cela me sert aujourd'hui dans mon travail. Et c'est le dernier exemple. Après, je vais laisser la parole aux autres pour ne pas comment dirais-je,
Monopoliser le micro. Monopoliser, voilà. Et je répondrai à vos questions pour en savoir plus sur mon expérience. Alors, Khadija, il y a un petit passage court futile. Je crois que c'est important pour votre parcours. On a connu le Khadija Show. Donc, c'est Khadija Show aussi un passage dans les médias. Vous n'en avez pas parlé. Donc, c'est important d'en parler. Pas pour compléter, mais je crois qu'il fallait souligner ça. Alors, on va continuer avec Anne Moudatouba, excusez-moi, madame, directrice conformité GAC. La même question. Vous allez nous permettre de faire la lecture de votre parcours. Ensuite, la salle aura l'occasion de vous poser des questions. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Madame Anne Moudatouba, mariée et mère de 2 enfants. Donc j'ai commencé mon parcours au lycée Saint-Georges de Taouya. Et après, c'est la grande question, c'est où faire l'université. Est-ce qu'il faut la faire en Guinée ou est-ce qu'il faut partir? Vous savez, comme tout le monde, les problèmes de visa se posent. Et c'est un peu frustrant de voir ses amis après l'université partir dans les collèges aux États-Unis, aller étudier, et toi tu es là en Guinée. C'était quand même très très difficile à accepter parce que j'ai pas eu la possibilité d'aller faire l'université. Donc je me suis contentée de le faire en Guinée. Je me rappelle que le premier jour, quand ma grand-mère m'a déposée, je ne voulais pas descendre de la voiture parce que je ne voulais pas étudier en Guinée. Mon rêve était toujours d'aller étudier à l'extérieur. C'était un mythe. Donc, mais je suis allée à l'ISCAE, Guinée, qui venait d'ouvrir. Je suis de la 2e promotion. Et c'était un truc genre, tu viens pour 1 année et puis après on va voir. C'était ça le truc. Tu viens, tu fais 1 année le temps qu'on règle tes papiers et puis après, je sais qu'il y a beaucoup qui sont passés par là, qui se sont fait avoir. Donc, les 1 année se sont transformées en 4 années. J'ai finalement fait tout mon cycle là-bas, sauf la dernière année où j'ai eu une bourse pour l'ISCAE du Maroc. Je vois que l'ISCAE a un stand ici et je sais que c'est une très bonne école et j'encourage aujourd'hui les gens à le faire. Donc, j'ai quand même réussi à décrocher un travail dans le cabinet PricewaterhouseCoopers, qui est quand même un grand cabinet international où j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai été embauchée avant d'ailleurs d'avoir mon diplôme. Donc, je pense que c'était ma voie, elle était toute tracée. Je m'entêtais à vouloir aller à l'Occident alors que mon destin était ici en Guinée. Donc, c'est là où c'était mon premier contact avec les sociétés minières. J'étais spécialisée dans l'audit des sociétés minières. Et c'est dans cela que j'ai rencontré, j'ai fait des contacts et j'ai eu une bourse pour aller faire un MBA à Londres pendant 3 ans. Et quand je suis revenue, j'ai eu d'autres postes comme directrice financière et aujourd'hui je suis chez Guinea Alumina où on se bat contre la corruption, contre beaucoup de choses. D'accord. Merci. On va continuer. Le 3e modèle de réussite, c'est bien, professeur Abdoulaye Barini Diallo, professeur à l'Université de Montréal, la même question, le parcours. Et après, on va voir comment vous pouvez aider la salle, en tout cas tous ces jeunes à l'écoute, à aller vers la réussite. Bonjour, je suis ravi d'être ici, au milieu d'un beau panel. Merci pour l'invitation. Je fais une petite rectification. Je suis Abdoulaye Baniré Diallo, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. À Montréal, il y a 2 universités francophones. Une qui s'appelle l'Université de Montréal et la seconde, l'Université du Québec à Montréal. Donc, moi, j'ai fait mon parcours ici jusqu'au bac. J'ai obtenu le bac ici en 2000. Je suis parti à Montréal où j'ai fait licence, maîtrise, doctorat. J'ai eu la chance de devenir professeur à l'âge de 26 ans à l'Université du Québec à Montréal. J'ai aussi eu le privilège, pendant ce séjour au niveau du Canada, pour faire mes études graduées, d'avoir des bourses de maîtrise et doctorat du gouvernement fédéral canadien. Par la suite, je suis parti 2 ans au MIT à Boston, où j'ai fait des activités de recherche qui sont liées à l'intégration de l'informatique avec le monde des sciences de la vie. Puis je suis revenu à Montréal comme professeur.
Donc, lorsque je suis rentré à Montréal, j'ai eu le privilège de diriger les programmes gradués, maîtrise, doctorat en informatique. Et par la suite, pour ajouter une coche, je me dis, il me manquait un volet, c'était le volet entrepreneurial. Donc, avec des collègues, nous avons fait une déclaration d'invention sur nos activités de recherche. Les services de valorisation de l'université l'ont accepté. Et à partir de cela, nous avons lancé une compagnie qui s'appelle My Intelligent Machines à Montréal depuis 2016. Et cette compagnie est à la frontière entre l'intelligence artificielle, la génomique et la bioinformatique. 3 mots-clés qui sont difficiles au niveau technologique actuellement. Et la technologie développée par la compagnie fait partie, selon BetaKit, des 10 technologies à suivre au Canada en 2018. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de Souleymane Sow, PDG de Solodiaghi, qui a aussi un brillant parcours qui lui a permis aujourd'hui d'être un homme d'affaires. Il est le représentant des produits France Lait, Sagico, Lait Incolac, Casino France. Il est aussi le fabricant de la pâte dentifrice SDF. Et pour mieux le cerner, pour mieux le comprendre, nous allons faire la projection d'une vidéo qui présente son parcours et quelques activités. Mais c'était très difficile. Qui a fait des études secondaires, qui baladait. Maintenant, un jour, tu te retrouves vraiment, tu n'as pas une solution, il faut vendre sur la rue de Conakry, marcher d'ici en ville. On est venu à Madina, on a commencé à vendre des torches. On a commencé de marcher Madina, là où il y a maintenant le centre commercial Fatako, jusqu'à Bouloubiné. Mais quand on commence par Madina, on va faire une petite escale, Cinéma Liberté, là où il y a MLS à l'heure actuelle. Après, on fait un repos là-bas de 30 minutes. On était en groupe, parce qu'il y avait les vendeurs de torches, il y avait les vendeurs de ballons, il y avait des vendeurs de cahiers. Tu sais, comme vous voyez aujourd'hui, il y a des mix, quoi. Les gens, les marchands ambulants, chacun il y a différentes options, quoi. Après l'escale Cinéma Liberté, MLS actuel, on procède maintenant, on marche au Palais des Peuples. On va prendre vers les ports autonomes jusqu'à l'ancien ministre de la Sécurité, quoi, à côté de la cour d'appel, quoi. Là, on dit 15 étages. C'est là-bas, on prie les prières de 14 heures, quoi. Après, finir prière de 14 heures, on va derrière l'hôtel de Kaloum actuel. Là, il y a l'hôtel Galaxy, là où on va manger. Il y avait une femme qui vendait là-bas les foufous et puis les tolas, et puis on mange. Après, on continue vers le haut commandement de la gendarmerie, on passe par les Boulbinais, on va tourner vers la CNTZ, jusqu'à là où il y a l'hôtel Noum, Niasidine. Après, on vient au marché de Niger, marché Niger, quoi. Après marché Niger encore, on marche un peu, on va vers Afriland First Bank actuel, on va le marché en face de la stade de mission, quoi, actuel. C'est là-bas, en ce moment, ça trouve que c'est déjà 17 h. Ça, c'était notre parcours de marche pour vendre. On parlait en sous en ce moment, de lip-torche. Moi, à un moment, j'ai même marché en ville jusqu'à Bambeto. Parce que j'avais tourné 3 jours sans avoir le premier client. Ça, je n'oublie pas. J'ai rencontré un de mon ami qui vendait des cahiers. Il m'a dit, donc, en tout cas, là, ça ne marche pas. On n'a pas eu vraiment de clients. Mais moi, je marche jusqu'à Bambeto. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En ce moment, la ville même s'arrête à Bambeto, quoi, presque Koza, quoi. J'ai été marchand ambulant pendant 6 mois. Après 6 mois, quand j'ai eu mon petit fonds de roulement, environ 500 000 francs guinéens en ce moment. 500 000 francs guinéens en ce moment, c'est environ 600 $. J'ai jugé nécessaire maintenant de faire une petite brouette au marché de Korebundi, en face de l'autoroute. J'ai resté là-bas encore 6 mois. Avec les forces que j'ai fait, j'ai eu les sababou, quelqu'un est venu me trouver un jour, un ami intime de ma mère. Il m'a trouvé là-bas en bas du soleil, il m'a dit, mon fils,
Vraiment, tu souffres ici maintenant, je veux que je te cherche un petit conteneur quelque part, tu vas venir vendre là-bas. Ça, c'était à Maïs Center. Le marché de Maïs Center actuel était naissant. Je peux vous dire, je suis parmi les premières personnes qui a commencé de vendre dans un conteneur kiosque. Avant, en Guinée, tout le monde, on vend dans les tables. Le marché de Marina, c'était en table. Il n'y avait pas de conteneur comme aujourd'hui, quoi. Après, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut vendre ici? Je voulais vendre du tissu. Mais après, j'avais un oncle qui a passé, il dit, mais comme il y avait le Garvatir, tu sais, avant, il y avait le Garvatir de Conakry, c'était à l'autoroute, quoi, à côté du centre commercial. Il me dit, en attendant, quand il n'a pas beaucoup de fonds, il faut vendre des pâtes dentifrice ici et les savons. Parce que les gens qui sont du passage, ils vont venir acheter avec toi. En attendant que jusqu'à ton père, parce qu'il est patron, il va venir faire le soutien, il va te soutenir. Dieu merci, c'est Dieu qui a le destin, chacun a son destin, la chance commence à venir. J'ai commencé à vendre les pâtes. Ça marche comme du pain. Parce que tous les marchands ambulants aussi dans les petits cailloux, dans les cartons, c'est moi qui ai créé. Tu sais, quand tu vois aujourd'hui les petits là qui vendent les pâtes dentifrice là qui marchent, c'est moi qui ai créé ça. Parce qu'avant, quand tu achètes les pâtes, c'est seulement dans l'intérieur des marchés de Marina à côté de la mosquée. Et après, on envoie dans les boutiques de quartier, quoi. Mais maintenant, moi, j'ai commencé à vendre 3 pièces de pâtes en gros, 3 savons, 3 brosses à dents. Ça veut dire que les femmes viennent avec un plateau, je les prépare un volume de 50 000 francs guinéens avec mix. Quelqu'un il vient avec un petit carton, je lui donne un mélange encore avec des mix. Maintenant, ils vont dans les garbatures, ils vendent aux passagers. Dès que c'est fini, ils reviennent chez moi encore, ils payent. Je vends comme ça. Je peux vous dire en ce moment, je peux gagner 500 000 francs de bénéfices dans les petits corners là-bas par mois. Personne ne peut savoir. J'ai resté là-bas 1 an. En 98, ça trouve qu'en ce moment, j'ai 20 000 $. Après, j'ai fait une autre option. Ça veut dire que j'ai ouvert un autre magasin à côté, magasin de cosmétiques. 2 mois après, j'ai vu avec quelqu'un qui voyage en Côte d'Ivoire pour aller acheter des cosmétiques. J'ai dit, mais vraiment, j'ai 6 millions de francs CFA. Je veux vraiment que je te donne ça, tu vas m'acheter des cosmétiques en Côte d'Ivoire. Après, il me dit, non, moi, si tu as 6 millions de francs CFA, moi, je ne vais pas acheter pour toi. On peut aller ensemble. On fait une combinaison, on va acheter ensemble, on va embarquer. En ce moment, on a pris Air Guinée, ma première fois de monter dans l'avion. On est parti en Côte d'Ivoire, on est parti à la zone industrielle de Yopougon. On est parti à l'usine de Sivop, qui est actuelle encore toujours l'une des meilleures usines de cosmétiques en Afrique, et la parfumerie Gandour actuelle, quoi, parce que c'est les meilleurs toujours en Afrique. Maintenant, on a acheté là-bas un conteneur 20 pieds, on a embarqué pour Conakry, on a débarqué, puis on a vendu les conteneurs. Heureusement, parce que j'ai fait les études anglais, c'est ça, à partir de là-bas, j'ai commencé à comprendre l'importance d'être anglophone aussi, quoi. Maintenant, 1 an après, il y a les mêmes usines encore qui sont à Côte d'Ivoire, Sivop, Gandour, qui existent à Dakar. Mais Dakar, c'est moins cher que Gandour, Abidjan. Maintenant, on a changé les lignes. Maintenant, on a commencé à acheter à Dakar, quoi. Gandour, Dakar et parfumerie Sivop de Dakar. Mais toujours mon conteneur de pâtes, là où j'ai laissé mon frère, ça marche, 5-5. Maintenant, je suis dans les cosmétiques. Mais après, quand les cosmétiques commencent à marcher, j'ai appelé maintenant mon ami qui m'avait aidé pour démarrer les torches, les ventes, pour commencer la vente des torches, quoi, avec 50 000 francs, quoi, en 96. J'ai dit, dis donc, maintenant, ce qu'on va faire, laisse, là où tu es dans les brouettes là-bas, viens dans le magasin de cosmétiques, toi, tu restes dans les magasins, moi, je continue à voyager pour nous, quoi. Voilà. Voilà. À bas âge, j'ai eu une exclusivité, parce que c'est ça les grands départs. Ça veut dire, j'ai eu une exclusivité quand j'étais petit, avec de bonnes marges. En ce moment, encore, les devises étaient stables. Maintenant, je suis resté dans ça. Après, quand ça a bien marché le dentifrice, j'ai décidé encore maintenant d'aller à l'international. En 2001, j'ai décidé d'aller visiter Dubaï pour faire les achats et la Chine. En 2001, je suis parti à Dubaï, j'ai acheté là-bas un conteneur mix. Après, j'ai décidé nécessaire encore d'aller en Chine. J'ai pris un avion là-bas, j'ai descendu à Hong Kong, j'ai fait mon visa chinois à Hong Kong. Après, j'ai pris le train pour Guangzhou. C'est là-bas que j'ai rencontré des partenaires aussi. On a commencé maintenant à avoir des partenaires. C'est dans le salon international, on a eu toutes nos exclusivités parce qu'on a fait le salon Cial à Montréal, on a fait le Cial de São Paulo au Brésil, on a fait l'Alimentaria en Espagne, on a fait le Gulf Food à Dubaï, on a fait le Taifex à Bangkok, à Thaïlande.
presque, je peux vous dire, tous les salons internationaux dans les produits alimentaires, on est invité et puis on participe. Et puis c'est pour cela, vraiment, tout récemment, j'ai visité le salon à Paris, Villepinte, le 16, le mois passé, avec mon père, ma mère, avec toute ma famille, quoi. Un bel Avec exemple. un capital de 50 000 francs guinéens. On peut applaudir ça. Monsieur Sosuleiman commence ses premiers pas comme marchand ambulant. Voilà. Il est aujourd'hui le directeur général de Solidiaki Group SDF, l'une des plus grandes entreprises de distribution en Guinée. Représentant exclusif de plus de 5 marques internationales, son entreprise est aussi le producteur de la pâte dentifrice SDF. Voilà. Merci pour... C'est pas fini? Ah d'accord. Ah, bon, on va se contenter de... L'usine de... C'est fini ou pas? D'accord. Est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît? Voilà. Donc, je disais que c'est un bel exemple. Ah voilà. Donc, on va suivre l'usine. Ensuite, on vous donnera la parole, Monsieur So. Là, c'est pour vous dire, il faut avoir le courage de travailler, il ne faut jamais attendre. Ces jours-là, je n'étais pas content pour mon père parce que je peux dire qu'il ne m'a pas aidé pour aller en Europe. Je pense aujourd'hui, toutes mes amis qui sont partis en Europe en ce moment, aujourd'hui, ouais, ils ont des passeports occidentaux, mais moi aussi je suis en Afrique. Mais je ne peux pas dire que je suis plus qu'eux, mais aujourd'hui, ce que j'ai avec mon passeport guinéen, ça dépasse un passeport occidental parce que je pars avec tous les diplomates qui sont sur place, je peux avoir le visa partout dans le monde. À un moment, on m'a demandé une question, parmi les 21 pays plus visités au monde, ça trouvait que j'ai visité le 19, c'était 2 qui restent, que je n'ai pas visité. Or que maintenant, il y a des gens qui étaient partis en Europe, aujourd'hui, ils ne connaissent pas là plus que là où il est. Depuis 15 ans, s'ils sont en Allemagne, ils n'ont pas dépassé en Allemagne pour aller en France. Aujourd'hui, je suis là, en Afrique. Je travaille avec les Européens, les Américains, les Asiatiques, les gens de l'Amérique latine. Est-ce que vous comprenez? Là, vraiment, c'est pour vous dire, dans la vie, il faut avoir le courage. Et puis, il ne faut jamais attendre pour que quelqu'un t'aide pour évoluer, quoi. Le directeur général de Solidiaki qu'on applaudit. Honnêtement, merci à l'organisation parce que d'ailleurs ces vidéos vont nous aider pour la suite. Ça va nous aider de faire intervenir Khadija Bay, Madame Bay également, Monsieur Diallo. En tout cas, Monsieur So, merci pour ces vidéos. On a vu l'étendue de votre parcours, riche, je dirais, très riche. Et maintenant, on va vous passer le micro. Vous allez, après diffusion de cette vidéo, vous allez nous dire 2 ou 3 petits mots, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir tous les invités, tous les étudiants de la Guinée. Bonsoir, Madame Anne, nos patrons de APIP. Vraiment, je remercie vous, les organisateurs, et tout le monde. Vraiment, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. On l'applaudit encore. Alors, professeur Abdoulaye Baniré, vous avez été témoin de ce parcours qui est celui de Souleymane So, PDG de Solidiaki,
qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et qui a un rapport avec la réussite? Belle question. L'enseignement qui suit la réussite, hein, c'est d'abord d'avoir de l'ambition. 2, c'est de persévérer dans ce qu'on fait. Et 3, c'est d'être discipliné dans le travail. Et ces 3 enseignements-là qui mènent à la réussite qu'on observe ici. Voilà, donc discipline, l'engagement et bien d'autres. La même question pour Anne Amadou. On a lu dans, excusez-moi, Moudatou. Donc je vais me contenter de Anba. Hein. Anba, 500 000 au départ. Quelqu'un qui a commencé vendeur ambulant, ensuite propriétaire d'une boutique et aujourd'hui PDG d'une usine de fabrique de la marque SDF, donc la pâte dentifrice, mais pas seulement, représentant de plusieurs marques de boissons. Alors, est-ce que la question, on va dire, la réussite choisit son homme, ou sinon, tout le monde peut réussir? Moi, je pense que la réussite, elle est vraiment relative. Chacun peut réussir à sa manière. Pour moi, il y a un objectif. Si tu l'atteins, pour moi, tu as réussi. Moi, par exemple, peut-être mon objectif, c'est me marier et avoir des enfants. Pour moi, si je l'ai, j'ai réussi. Pour monsieur, peut-être son objectif au départ, c'est d'être un patron dans ce qu'il fait. Et je pense qu'il a réussi à sa façon. Il a persévéré. Ok. Je suis très flattée d'être aujourd'hui à côté parce que je bois beaucoup le jus Sagico. Ah oui. Mais je pensais que c'était juste importé en Guinée. Ouais. Mais le fait qu'il ait créé cette unité industrielle montre qu'il n'est pas là seulement pour chercher de l'argent, mais aussi pour créer de l'emploi. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est une grande réussite. Oui. Et je suis honorée de partager aujourd'hui ce panel avec lui. Félicitations, M. Sow. D'autant que le jus Sagico est vendu d'ailleurs dans tout le pays. Oui. Khadija, aidez-nous à savoir et à comprendre. Oui. Je reviens sur les 500 000. Dans la salle, 50 000. 50 000, voilà, 50 000. Pardon, combien dans la salle ont 50 000? Combien dans la salle? Tout le monde. Tout le monde. Mais la question, combien peuvent devenir Sow demain? C'est la question que je pose à Khadija. Puisque c'est possible de partir de 50 000 et devenir demain Monsieur Sow, aidez-nous. Moi aussi j'ai 50 000. Moi j'ai même plus. Il faut reconnaître que 50 000 de l'époque, ce n'est pas 50 000 maintenant. Donc déjà ça, mais n'empêche que c'est un bel exemple. Et c'est comme ce que je disais, tout dépend des choix qu'on fait dans la vie. Monsieur l'a dit, il était vexé au départ qu'il n'ait pas pu aller en Occident. Mais plutôt que de faire le choix de s'embarquer dans un bateau, à vouloir aller à tout prix, il a fait le choix de faire avec les moyens de bord. En se disant, voilà, je suis là, je fais quoi? J'agis, je développe ce que j'ai, je me bats et je réussis. Et c'est ce qu'il faut encourager. Parce que s'il avait attendu ce visa ou ce passeport, peut-être qu'il serait encore en train de défiler dans les ambassades aujourd'hui. Donc c'est ça, pour moi, c'est la réponse. Alors, je vous ai écouté tous les 4. Mais 3 sur 4, j'ai comme l'impression que l'obstacle est l'une des clés de la réussite. Khadija, vous arrivez au Canada, vous vous rendez compte qu'il faut encore aller plus loin et vous l'avez fait. Madame Anne, la même chose, quand la grand-mère vous accompagne, vous n'avez même pas envie de descendre, mais après, vous y arrivez. Et c'est la même chose pour... le PDG de Solo Yagui, voilà. Donc, dites-nous, est-ce que l'obstacle est aussi l'une des clés de la réussite? Je pose la question au professeur Abdoulaye Baniré. L'obstacle.
Ça dépend. Ici, je pense que je n'ai pas la même expérience que les autres. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs défis à lever au cours de ma petite carrière et plusieurs obstacles à franchir, soit au niveau des décisions financières lorsqu'on se retrouve en Occident pour étudier, qui sont un obstacle à la réussite, mais également des obstacles qui sont reliés au choix de vie qu'on s'impose à un moment donné. Par exemple, lorsque nous avons lancé notre start-up il y a 2 ans, on était 3, 2 profs d'université, un troisième qui était un ancien prof d'université. Le principal obstacle, on n'a pas les moyens financiers pour développer cette compagnie-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, lorsqu'il y a un obstacle, il faut essayer de l'appréhender, de comprendre, d'étudier comment on peut passer à travers. Et souvent, la réponse n'est pas loin. La réponse est soit dans notre entourage, soit dans les conseils, et soit dans l'éducation qu'une autre personne peut nous apporter. Nous avons eu la chance, par exemple, dans ce défi de lancer une start-up comme ça, d'être encadrés par des mentors qui ont déjà franchi ce genre d'obstacle-là. Et donc, ils pouvaient transférer une partie de leur expérience pour nous aider à traverser ce type de procédure. Et je crois que dans ce modèle qu'on rencontre ici, des obstacles que M. Sow a franchis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'il a pu éviter, il y en a beaucoup qui l'ont frappé, l'ont affecté, mais il a pu se relever de cela pour pouvoir continuer. Ces expériences-là sont enrichissantes, 1 pour lui, mais 2 pour toute la communauté guinéenne qui essaye de devenir comme lui. Et ce genre de modèles-là doivent devenir des mentors et accompagner ces jeunes. Okay. L'exemple il est très clair, c'est celui-là. C'est vraiment que ceux qui réussissent peuvent s'unir ensemble pour accompagner les autres dans l'évitement de ces obstacles-là. D'accord. On a écouté différents parcours. Certains dans la salle souhaiteraient vous ressembler. Et nous allons prendre quelques questions dans la salle. Et s'il vous plaît, conseil, parlez du parcours et essayez de savoir comment réussir. On va prendre la première question. Oui. Allez-y, essayez. Bon, voilà, non, oui. je voudrais, c'est pas pour ressembler à ceux qui sont là-bas, parce que vu ce que j'ai derrière moi, c'est déjà trop tard pour moi. Hein? Mais bon, c'était pour remercier mon collègue de l'enseignement supérieur de la Guinée, parce qu'il me permet d'avoir de la perspective par rapport à ce qui se passe. Alors, par rapport d'abord à un commentaire que vous avez fait, la question de l'obstacle. Il y a beaucoup d'étudiants de philosophie ici, et là c'est important, je pense que c'est le philosophe grec Protagoras qui disait que l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas d'obstacle, vous ne connaissez pas encore la plénitude de vos moyens et de vos capacités. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'obstacle. Aujourd'hui, on entend ce qui est malheureux avec notre jeunesse, c'est difficile donc je ne peux pas. C'est difficile donc j'abandonne. Or, c'est justement la difficulté qui doit être le déclencheur du processus qui vous conduit vers la réussite. C'est ce que le philosophe a voulu dire. Il n'y a pas d'homme qui ne puisse pas faire face à un obstacle, à une difficulté. Et il y a un autre philosophe qui a ajouté, l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. On vous amène à une montagne, vous trouverez les moyens pour gravir la montagne. Sauf si vous ne voulez pas. Donc ça c'est important de savoir c'est quelque chose. Mais ce que je voulais faire en plus comme commentaire, quand vous regardez les 4 cas, il n'y a pas quelqu'un qui a contrarié le fil conducteur. Les parents n'ont pas voulu, enfin voilà, elle a essayé de faire la fille docile et sage, jusqu'à ce qu'elle pense que maintenant il faut prendre son envol. Et ça c'est important. Alors, elle
la tentation d'aller étudier à l'extérieur, mais enfin, elle a quand même essayé de rester sur place en dépit du fait que le fait de voir les autres comme moi aller ailleurs, ça me tente fort, mais elle a saisi sa chance en restant sur place. Finalement, on se rend compte que le système n'est pas aussi chaotique que ça, mais que même en étant sur place, on a des possibilités. Et je pense que des gens qui sont allés ailleurs peuvent l'envier aujourd'hui parce qu'elle représente un cas de personne qui est restée sur place, mais qui a attendu le bon moment pour aller là où il faut aller. Le prof, c'est exactement ça. Oui, il est parti, évidemment. Le succès, il est reparti, mais il est revenu à la case départ. Parce que c'est là que se trouvent les choses pour lui. Quand je le vois, lui aussi, c'est pareil ce qu'il a fait. Voilà. Il faut lutter avec ce qu'on a, 50 000. Mais il aurait pu dire à celui qui vient de dire, ben, écoute, il faut changer, viens là, il aurait pu dire, non, je n'y vais pas. Il ratait la chance de sa vie. Mais il a fait confiance à celui qui lui disait, tu peux mieux faire en étant là. Et il a suivi. Donc, c'est quoi la leçon? C'est que les jeunes doivent aussi apprendre à écouter. Ceux qui ont l'expérience de la vie, parce que ce qu'ils voient, chez moi, le proverbe dit, chez moi, ce qu'un vieux peut voir en étant assis, un jeune ne le voit pas en étant debout. Et c'est ça qui est important dans la vie. Il y a peut-être quelque chose qui est tracé pour chacun. Il ne faut pas être fataliste, mais quelque part, il faut suivre tout ceci pour arriver à trouver le créneau dans lequel il faut s'insérer. Lui, il est parti de 50 000. Moi, vous voyez, je suis professeur titulaire de sociologie. Mais si je vous dis ce que j'ai fait avant d'arriver là, c'est extrêmement compliqué. Moi, à partir de la 5e, c'est-à-dire que j'avais 14 ans quand j'ai perdu mon papa, il y avait ma maman, il fallait la nourrir, il fallait l'habiller. J'ai pris ma bourse de vacances, j'ai acheté un vélo. Et c'est ça qui va sauver tout le monde dans la famille, y compris moi. Parce que j'ai loué le vélo à des gens qui voulaient faire un tour. Si tu veux faire 100 mètres, 200 mètres sur le vélo, aller revenir, il y avait le prix. Si tu veux aller faire 500 mètres, il y a un prix pour ça. Vous comprenez? Et les gens, ils louaient ce vélo et dans la journée, je pouvais avoir 500 francs CFA, 1000 francs CFA. Et j'achetais à manger pour la famille. J'ai acheté des pagnes pour ma maman avec ça. Et après, j'ai acheté une chèvre avec. Et de la chèvre, je suis allé à une vache. C'est le vélo qui produit tout ça. Mais quand je rentre à l'école, je prends ce vélo que je l'ai au village, je pédale pour aller à l'école. C'était mon moyen de déplacement. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on peut faire, ça peut être 50 000, mais c'était 15 000 francs CFA dans mon cas. Et après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous avons habitué nos étudiants tellement à faire d'eux des assistés sociaux que personne ne veut faire autre chose. Même quand on dit l'aide, la dernière fois j'étais dans une université, ils me disent non, mais nous les nombres de plats, ça ne suffit pas. Est-ce que le restaurant, est-ce un droit ou ce n'est pas un droit? Il faut que l'État assure. J'ai dit, mais ce n'est pas un droit. Il ne faut pas que tous les étudiants du Burkina ou de la Guinée se condamnent à être des assistés sociaux de vouloir tous manger au restaurant universitaire. Au point de vouloir tous la bourse nationale. Mais la bourse, il y a un mécanisme, c'est fait pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ce qui bloque nos pays, même ceux qui sont des professeurs, qui sont des médecins, c'est eux qui veulent venir retirer les bourses qui sont réservées aux enfants des pauvres. Vous voyez? Ça, c'est la mentalité africaine. Or, moi, je vais finir par là. On a amené un projet dans mon village, moi, où on devait appuyer les pauvres. Culture Peul. Et quand on a dit qu'on veut des pauvres, personne ne s'est déclaré pauvre. Parce que c'est une honte que de dire qu'on est pauvre. Alors le projet qui devait donner des chèvres, des poulets aux gens, personne n'en voulait. Il faut changer le concept. Appeler ça autrement pour que les gens se présentent. Mais si vous dites qu'on cherche des pauvres, être pauvre dans notre milieu, c'est la honte. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils sont fiers d'être... Non, ils sont fiers. Je suis pauvre parce qu'on veut être assisté par l'État. Et je dis, quand ton cerveau fonctionne et que tes bras fonctionnent, il faut t'abstenir de t'inscrire parmi les pauvres. Parce que quand tu réfléchis, on peut t'appeler du matin au soir, tu peux trouver à manger parce que ton cerveau fonctionne. Et il a fait fonctionner son cerveau, pas autre chose. Mais là, ceux qui sont là, qui ont des licences, qui ont des masters, qui ont des doctorats, c'est eux qui sont couchés à la maison, je suis pauvre,
et il faut des bras longs, sinon on ne réussit pas. Mais le bras long, il ne vient pas à la maison te trouver. Mais tu vas mourir pauvre parce que tu es décidé à être pauvre alors que Dieu ne t'a pas créé dans la pauvreté. C'est cela le problème qui se pose. Et c'est pourquoi il faut saluer leurs modèles. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est ces modèles qu'il faut présenter aux gens pour que les gens n'écrivent pas pauvreté et misère. Parce que ce n'est pas en créant pauvreté et misère qu'on va s'en sortir. Mais c'est en se disant j'ai les moyens de vaincre l'adversité. J'ai les moyens d'être incisif parce que je peux gravir tous les poids et pousser jusqu'au haut, le plus haut possible. Et je pense que c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Tenez bon, la Guinée, le Burkina, ce n'est pas des pays où on est condamné à mourir. Mais c'est des pays où il y a des ressources. Il y a beaucoup de ressources. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, tout le monde là, l'État. Qui est l'État? Mais c'est nous. L'État, ce n'est pas le gouvernement. Je suis désolé, le gouvernement, non, il gère l'État. Mais ceux qui font que l'État fonctionne ou pas, c'est vous. Et ce que le président a dit ici, c'est les syndicats, d'ailleurs le plus fort que le gouvernement, qui bloquent souvent l'État. Et après, on dit quoi? C'est le régime qui ne peut pas. C'est malheureux pour nous, mais il faut que chacun se réveille en disant il y a du travail à faire. La première victoire, c'est gagner contre sa propre conscience et gagner contre sa propre paresse pour qu'on puisse avancer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour cette contribution. On comprendra que la réussite ne choisit pas son homme, mais c'est plutôt l'homme qui choisit la voie qui mène à la réussite. Alors, nous allons prendre la première question. Oui, madame. Merci beaucoup. Je voulais juste un peu expliquer le cas de M. Sow. J'ai vécu la même chose. Oui. Je suis la fondatrice de l'université René Lévesque. Mais je vous avoue qu'en 1999, j'ai commencé avec 2 ordinateurs et j'avais 4 étudiants. Donc, c'est pour vous dire qu'un entrepreneur ne doit pas dire il faut que je commence avec 100 millions ou 50 millions. J'avais 2 ordinateurs juste et 4 étudiants. On peut l'applaudir. C'était à COSA. On peut l'applaudir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, la première question. Alors, je remercie tout un chacun de nous ici, participant à ce forum. Je me nomme Elie Mara, je fais la licence de Histoire Géo ECM à Lambagne. Bon, par rapport au choix que nous venons d'entendre, je suis très touché, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais ça me va droit au cœur. Parce que quand nous pensons à nous jeunes aujourd'hui... Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Posez-la, s'il vous plaît. Bon, c'est par rapport au choix. Puisque, bon, la plupart sont déçus aujourd'hui de leur choix, hein, il faut le dire. Parce que cette opportunité n'était pas ouverte à eux, face à eux, quoi. Mais par rapport à nous aujourd'hui, je sais qu'on a beaucoup de chance. Donc, je voudrais, au fait, connaître réellement ce qui fait que certains échouent dans leur choix. Parce que dans le choix, il y a toujours... Bon, j'ai cru que dans le choix, les gens échouent. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui choisissent. Mais ils échouent par finir. Pourquoi les gens réussissent? Parce que, bon... Je ne sais pas, qu'est-ce qui fait ça? Je voudrais que vous me donniez des explications par rapport à ça. On va vous répondre. Ce qu'on va faire, on va répondre à cette question directement. D'accord. Vous attendez, s'il vous plaît, mademoiselle. Et c'est Khadija qui va répondre à cette question. Bah, je vais peut-être l'aider, mais je sais que vous avez compris. Mais bon, pour tout le monde, y a-t-il un bon ou mauvais choix quand on parle de réussite? Parlons du cas de celui entre griffes qui aura fait un mauvais choix. Est-ce qu'on va dire qu'il est condamné à ne pas réussir? Donc c'était pour que toute la salle puisse avoir le même niveau de compréhension de cette question. Alors évidemment on peut faire des bons et des mauvais choix. D'ailleurs dans le modèle de réussite nord-américain dont je m'inspire souvent, ceux qui réussissent c'est ceux qui ont échoué plusieurs fois et ont réussi à s'en sortir pour atteindre leur objectif. Ils mettent ça sur le compte de l'expérience. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix, le plus important, c'est de pouvoir s'en rendre compte et de tirer les leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour se fixer d'autres objectifs et les atteindre. Parce que ceux qui réussissent dès la première fois, moi je dirais c'est des chanceux, mais ceux qui ont le succès vraiment, c'est ceux qui ont
grandissent de leurs échecs. Je crois qu'il parle de choix de filière. Quelqu'un qui souhaiterait faire philosophie, bah, il se retrouve en communication. Je crois que c'est ça. Alors, par contre, là, c'est que l'expérience nous a montré qu'on ne travaille pas forcément dans le domaine dans lequel on a étudié. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais choix dans ce sens-là. Mais par contre, aujourd'hui, on a des avantages qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire c'est l'ouverture, c'est l'Internet. Donc ça peut nous aiguiller dans nos choix. Il ne faut pas choisir simplement ce que tout le monde fait. Il faut savoir si je fais cette étude-là, est-ce que je peux facilement travailler dans ce domaine? C'est là qu'il faut avoir de la curiosité. Et je dirais aussi pour les étudiants, puisque monsieur le ministre du Burkina l'a dit aujourd'hui, vous êtes trop gâtés, vous êtes trop chanceux et c'est pour ça que c'est difficile peut-être. Parce qu'on vous paye pour étudier. Ailleurs, tu payes pour étudier. Donc quand tu sais que tu dois travailler pour payer tes études, pour gagner ton diplôme, c'est qu'avant même de finir tes études, tu as déjà une expérience de travail que tu vas monnayer pour trouver du travail. Donc j'encourage les étudiants vraiment à faire les deux. Parce que travailler, ce n'est pas forcément dans un bureau. Pendant qu'on est étudiant, on peut bien travailler dans un restaurant. Moi, je l'ai fait. J'ai fait toutes sortes de travail. J'ai commencé à travailler, je pense, depuis que je me connais. J'ai été hôtesse, j'ai été réceptionniste dans un hôtel, j'ai été commerciale, j'ai été, je ne sais pas, la dernière fois, je me souviens, dans cette salle du Palais du Peuple, je faisais la promotion d'un bonbon qui s'appelait Chupa Chups que je vendais. Un monsieur qui est venu me dire, mais pourquoi tu vends des bonbons? C'est pas ta classe. Après, je me suis répondu intérieurement, je dis oui, peut-être ma classe est d'aller dans le bureau, me faire draguer et me faire subventionner. Je vais vendre des bonbons, j'en suis fière, je suis payée à la fin. Donc c'est pas se donner des complexes et attendre que la vie nous donne tout. C'est là le mauvais choix. Mais en même temps qu'on étudie, si on va vers le marché du travail, on découvre ce qui existe, ça peut même nous aider à réorienter nos choix, à se dire à un moment donné, tiens, je voulais peut-être faire droit pour ça, peut-être que pour atteindre cet objectif, c'est ce type d'études que j'aurais dû faire. Donc c'est ça le piège que nous avons dans nos pays, comme on le dit. Finalement, quand on nous donne tout, on n'a pas les moyens d'évaluer l'important de ce qu'on a. Merci Khadija. On va prendre une autre question. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Le micro. Le micro. Allez-y. Bonjour. En fait, moi, c'est Barry Omar, étudiant de la 4e année odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je remercie M. Sow. J'ai une question à lui poser concernant ces dentifrices. Vous savez, nous, les dentistes, les dentifrices jouent un rôle important pour traiter nos patients dans les cabinets dentaires. J'aimerais savoir la teneur de ces dentifrices en fluor. Le fluor joue un rôle important en odontologie, notamment pour lutter contre les caries dentaires, les maladies parodontales et les maladies dentaires. Merci. Bon, alors, je crois que la question n'a rien à voir avec la réussite. On parle de modèle de réussite. Bon, on n'est pas là pour aller dans les détails des entreprises. D'accord? Désolé, on va prendre une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Je me nomme Maria Magungossi. Je suis étudiante de l'Université et de Sofonia Générale Lansana Conté, oui, à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Je définis la réussite comme étant, il faut se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, il est très difficile pour nous de savoir où l'on va. Après, il faut investir en soi. Dans les autres pays, il y a des étudiants qui investissent, c'est-à-dire qui achètent les bouquins, les bouquins qui leur permettront de bien réussir, comme les parcours que nos panélistes viennent de nous édifier. Après, il faut épargner, parce qu'avec l'épargne, nous pourrons réinvestir encore pour pouvoir rehausser ce que nous avons. Après ceci,
j'aimerais aussi que nous aimons ce que nous faisons. Parce que si vous aimez ce que vous faites, vous pouvez aller encore plus loin. D'ailleurs, c'est ça, nos panélistes nous ont fait vraiment savoir. Et après, il faut y croire. Maintenant, ma question est la suivante. Quel est le rôle que les parents jouent dans la réussite de leurs enfants? Et ensuite, j'aimerais dire au niveau de la réussite, c'est de tomber encore et pouvoir se relever encore et encore. Merci. Alors, la question est pour Anba. Le rôle des parents. Parce que vous avez parlé de votre grand-mère, donc je vous laisse cette question. Je pense que les parents ont un grand rôle à jouer. Moi, par exemple, ma mère, elle voulait que tout le monde aille à l'université. Elle ne voulait pas que son fils ou sa fille fasse des études comme la coiffure, la couture. Pour elle, par exemple, chez nous, on n'est pas tous à vouloir faire l'université. Donc, dès le début, il y a certains d'entre nous qui ont montré des signes qui montraient vraiment qu'ils n'étaient pas intéressés par les études supérieures. Mais ma mère avait cette phrase, « Sadjanga Liamae ». Donc, c'est tu étudies ou tu étudies. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont cette idée selon laquelle si tu ne vas pas à l'université, aujourd'hui, il y a le football. Nous avons l'exemple de M. So. Nous avons beaucoup d'autodidactes. Nous avons des gens aujourd'hui qui... le fondateur de Facebook, il a quitté Harvard après la 2e année pour créer sa propre boîte. Donc, ce n'est pas que l'école telle que nous la connaissons qui est forcément le chemin de la réussite. Je pense qu'avant, on te disait que si tu ne faisais pas les bons, c'est ce qui était dans nos têtes et peut-être dans celles de nos parents. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a le plan A, le plan B, le plan C. Donc, Madame Ba a fait ce qu'il fallait au bon moment. Je pense qu'il faut écouter les parents jusqu'à un certain âge. Mais après, comme Madame l'a dit, il faut se connaître, savoir ce qu'on veut, aimer ce qu'on veut. Et après, peut-être qu'un jour, ils nous diront « vous avez raison ». Je pense que les parents aussi peuvent parfois avoir tort. D'accord. Allez, en peu de mots, la même question pour le professeur Abdoulaye. Quel a été le rôle des parents? Le rôle des parents est très crucial dans le développement de chacun parce que le premier modèle de réussite d'un enfant, ce sont ses parents. Et la première personne qu'on veut ressembler, c'est ceux-là. Et c'est important que le socle familial accompagne les enfants dans l'émancipation. Et cette émancipation-là, elle n'est pas seulement au niveau académique, mais c'est dans les choix de vie que les enfants commencent à construire et développent tout au long. Le support des parents est très essentiel. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui m'ont accompagné tout le long, des oncles, des tantes, des grands frères qui étaient présents dans le milieu. Et sans ça, je ne pense pas qu'on irait là où on est. Bien. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Une dernière. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Kogo Mouyebert. Je suis étudiant à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Je fais la licence en langue anglaise. Et avant de poser ma question, je m'en vais remercier Monsieur le ministre Abdoulaye Baldé et son ministère qui ne ménage aucun effort pour notre formation. Et les chers panélistes, vraiment vous m'avez ébloui. Je suis vraiment touché, dépassé et persuadé de votre parcours. Sérieusement, vous avez été persévérant et combattant. Bien, ma question c'est juste quoi? Je veux juste que vous nous donniez 3 mots. 3 mots pour que nous, jeunes étudiants, que nous puissions les suivre pour pouvoir braver les obstacles. 3 mots juste de vous pour nous dire, voilà, c'est ce que vous devez suivre pour dépasser les obstacles, pour aller à l'avant, pour oublier les échecs, pour tomber, pour retomber, tomber à 1000 fois, N fois pour pouvoir réussir. 3 mots juste de vous, chers panélistes. Merci. Et ça sera la question pour conclure. 3 mots, faites un résumé de votre parcours, de votre expérience, et vous en faites un conseil
avec 3 mots. Khadija Ba. C'est toujours moi qui commence. De réfléchir, c'est très bien. Vous êtes ma voisine. Alors, le premier mot qui me vient en tête, c'est la confiance en soi. C'est très important. Parce que quand vous faites des choix dans la vie, beaucoup de gens vont essayer de vous faire croire que ce n'est pas le bon choix, vous faire douter. Mais la meilleure façon, c'est d'aller jusqu'au bout, d'avoir confiance en soi et d'apprendre de ses erreurs. Et le deuxième mot, c'est la persévérance. Quand on a une idée, elle est bonne, mais si on s'arrête au premier obstacle, on n'aura pas la chance d'ouvrir une boutique SDF, n'est-ce pas? Donc il faut persévérer encore et encore. Et le troisième mot, là, je dirais, c'est la discipline. C'est très important parce que vous pouvez avoir confiance en vous, persévérer, réussir. Et dès la première réussite, si vous n'avez pas la discipline qu'il faut, vous confondez bénéfice et capital. Vous commencez à aller faire la fête en se disant, voilà, j'ai réussi. Ou vous arrêtez de travailler et vous allez perdre tout ce que vous avez acquis entre-temps. Voilà les 3 mots que je voudrais vous donner ce soir. Anba. Allô? Ok. Je ne sais pas ce que la question, elle est difficile à répondre et franchement, je n'ai pas de recette miracle, monsieur, pour vous dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Ça, c'est vraiment à vous de faire votre vie et vous saurez. Mais ce que je veux dire, c'est le conseil que j'ai, c'est qu'il faut qu'on arrête de se victimiser. Je pense qu'on est tout le temps les victimes. Tel n'a pas fait ça pour moi, mes parents n'ont pas fait, mais on accuse toujours les autres et nous-mêmes, on ne se remet pas en cause. On ne dit pas qu'est-ce que j'ai fait qui a mal tourné, qu'est-ce que j'ai mal fait. Donc il faut qu'on arrête de se victimiser nous-mêmes et qu'on prenne notre destin en main. C'est la seule façon pour nous d'atteindre nos objectifs. Merci. Il y a déjà 3 mots. Merci. Oui, professeur Abdoulaye. Ok. Au fait, c'est vrai que chacun a sa direction, chacun a son expérience à vivre dedans. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer une fois Steve Robichaud, qui est un milliardaire, et je lui ai posé la même question. Quel conseil il donne pour pouvoir réussir? Il dit le premier, c'est focuser. Le deuxième, c'est focuser. Et le troisième, c'est gérer son temps. Merci. Alors, vous êtes Khadija Ba, responsable des Blue Zones. Vous êtes Anne Moudatouba, directrice conformité GAC. Vous êtes Souleymane So, PDG de Cholodiagui. Vous êtes professeur Abdoulaye Baniré Diallo, professeur à l'Université de Québec. Là, cette fois-ci, c'est bien dit. Vous êtes surtout des modèles de réussite. Merci d'avoir répondu à mes questions, mais aussi à celles de la salle. Ça a été un plaisir de partager ce plateau. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. Allô? Excusez-moi encore, hein, je n'ai pas beaucoup parlé. Moi, je vais juste informer les étudiants guinéens ou bien les jeunes guinéens. D'abord, moi, je suis venu en Guinée en 1996. Mais j'étais grandi dans un pays anglophone, la Sierra Leone. Lorsque moi j'ai commencé avec 50 000 francs, mon papa était le président de tous les commerçants de la Sierra Leone. Mais pendant la guerre, parce que c'était facile quand tu quittes de la Sierra Leone pour aller en Europe, dès que tu arrives, tu as un asile directement, quoi. Je voulais aller là-bas, mais en ce moment, comme mon papa, il connaît bien l'Europe, il voyageait à Hong Kong, il m'a dit, mon fils, si tu vas aller en Europe, là, moi et toi, on n'est pas d'accord. C'est grâce à ça, il m'a dit, si tu vas en aller en Europe, il faut débrouiller toi seul. J'ai commencé à débrouiller à Conakry parce que j'avais 50 000 francs. J'avais un ami qui a marié le patron d'Adidas aujourd'hui à Genève. C'est lui qui était marchand ambulant avec 50 000 dans les torses. Il me dit, dis donc, ne reste pas ici. Si tu as 50 000, allons-y, on va marcher. On va faire notre petit business, vous comprenez? C'est pour dire aux étudiants guinéens, il ne faut pas, parce que tu as des parents qui ont des moyens, si on dit,
on ne va pas t'aider, tu vas rester frustré, tu vas dire que tu vas attendre, il faut qu'on va t'aider ou bien tu vas chercher un autre moyen de les arnaquer pour partir. Vous comprenez? Moi, c'est ce que juste je peux dire aux étudiants guinéens, parce qu'aujourd'hui, je sais beaucoup de gens qui sont là, quand ils demandent qu'est-ce qu'ils font, administration des affaires, je vais travailler à la douane ou bien aux impôts. Moi, dans mon usine aujourd'hui, j'ai des expatriés là-bas qui travaillent. Si je vous demande, j'ai besoin de Guinéens qui veulent faire le même travail, je cherche, je ne peux pas les avoir, parce que tous les gens qui sont dans les universités ici, c'est des administrations des affaires, comptables, banquiers. Je ne vois pas de chimistes qui vont aller faire les mélanges comme celui qui vient de parler là, qui demandait pour les dentifrices. Si aujourd'hui je lui dis, va à mon usine pour faire un travail, je ne pense pas s'il peut connaître comment il faut mélanger les carbonates de calcium. Moi, je ne suis pas professeur, mais aujourd'hui, vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai étudié anglais jusqu'à WAEC. Ça fait le West African Examination Council. Ça veut dire en rentrée à l'université, quoi. En 95, ça trouve qu'il y a la guerre, il y a les coups d'état de Putsch, de Tidjankaba. Après, je suis venu en Guinée, quoi. C'est pour juste dire aux jeunes Guinéens, et puis il ne faut pas dire, il faut savoir ce que tu dois faire pour gagner des bénéfices pour commencer. Parce qu'il y a des gens qui visent. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent, quoi? Quand je suis venu en 96, demandez mon oncle, j'ai dit, Bapa, qu'est-ce que je dois vendre ici avec mon 50 000 pour gagner des bénéfices? Il me dit en poulard, vous comprenez? Il me dit, si je dis, il faut que je puisse savoir qu'est-ce que je dois commencer pour gagner des bénéfices, je ne peux pas faire de business. Mais grâce à ça, j'ai fait ce que j'ai fait. Vraiment, c'est ce que je peux dire à tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les modèles de réussite. On était témoins de l'étendue des différents parcours. C'était le dernier rendez-vous de la journée. Demain, le FEG reprend tous ses droits. Au rendez-vous des conférences, n'oubliez pas également la cérémonie de clôture. Merci à tous et à demain.